Bonjour, mon nom c'est Brigitte. Je m'implique au Carrefour familial des personnes handicapées. J'ai le plaisir de vous présenter la 3e capsule de notre série Rock ton appart. C'est une série de courtes vidéos pour les personnes qui vivent avec un handicap et qui songent à transitionner de milieu de vie. Aujourd'hui, nous allons suivre les témoignages d'Elisabeth et de Julie sur les enjeux neurologiques et les handicaps invisibles. Bon visionnement! Moi, je m'appelle Elisabeth Lowe. Moi, j'ai une paralysie cérébrale. Puis j'ai aussi un handicap neurologique qui s'appelle la dyspraxie. J'habite actuellement là, toujours chez ma mère. Je suis en démarche là, pour tranquillement songer à partir en appartement. Alors, Julie Montreuil, j'ai un syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est une maladie du collagène, c'est une maladie génétique. Et présentement, j'habite seule en appartement. Le handicap invisible, c'est un handicap où il n'y a pas de signes visibles, c'est-à-dire que ça peut aller de la fatigabilité chronique, trouble d'orientation très sévère, trouble visuo-spatial, ça veut dire placer son corps dans l'espace, ça c'est difficile, la proprioception. À la douleur chronique, aux problèmes neurologiques, problèmes de santé mentale. En fin de compte, c'est quand même la majorité des gens qui sont handicapés qui ont un handicap invisible. Au niveau de la dyspraxie, il n'y a vraiment rien qui est fait automatiquement. Fait que ça veut dire que si je dois lever mon pied dans le but de marcher ou monter une marche, ben il faut que j'y pense. Il n'y a rien qui va se faire automatiquement. Les connexions dans le cerveau ne sont pas automatiques. Le meilleur exemple que je peux donner pour ça, moi, quand je décide que je vais faire de la cuisine ou faire des muffins, mettons, si la recette, elle n'est pas écrite au complet, si c'est pas écrit en détail, ça fonctionne pas. J'ai pas une problématique de mémoire, mais j'ai une problématique au niveau de la rétention de certaines séquences. Ce qui fait qu'un muffin, ben finalement, je vais le faire, mais ça va me prendre peut-être 2-3 heures. Ça peut me prendre le reste de la journée à récupérer de ça. J'ai pas de proprioception ou très peu. Alors, je suis du genre Gaston Lagaffe, là, qui se cogne partout, qui se cogne après les meubles. Alors, tout mon appartement, en fin de compte, est en fonction de ce genre de problématiques-là. Ensuite, je me blesse. Je veux dire, dès que je suis fatiguée, je me blesse. Exemple, en fin de semaine, je mangeais de la pizza. Je me suis disloqué la mâchoire. Alors, ça me demande quand même de m'adapter constamment là, dans mon environnement. C'est qu'il faut vraiment planifier la vie quotidienne, planifier les déplacements, planifier l'effort. Et puis, c'est vrai que je me sens souvent quelqu'un qui n'est pas fiable. Des amis m'appellent, je suis censée avoir un souper, puis à la dernière minute, ça se peut très bien que je décommande parce que je suis trop fatiguée. Il faut pour ça que je me ménage toutes les journées d'avant. Tout doit être pensé pour justement gérer cette fatigabilité-là pour pas qu'il y ait de blessures. Parce que lorsqu'il y a des blessures, mais à ce moment-là, c'est des arrêts de travail, c'est obligé de retourner en réadaptation. C'est que c'est vraiment de la gestion quotidienne. Mais ça se fait très bien. J'ai pas de service à domicile. Le problème aussi qu'il y a avec les handicaps invisibles, c'est qu'on tombe dans les craques du système, en fait. Je suis capable quand même de marcher généralement, ce qui fait que j'ai pas le droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées, ni au fédéral, ni au provincial. Quand on est sur l'aide sociale, si le conjoint n'est pas sur l'aide sociale, ben on devient à la charge du ou de la conjointe. Mon chum comprend bien les enjeux, tout ça, puis je dis non, mais moi, ça m'intéresse pas. Je veux pas être à ta charge. Je veux être capable de contribuer, puis t'aider, puis me sentir comme étant un apport dans la société. J'aimerais qu'on me reconfère ma dignité et puis qu'on voit que le handicap, ce n'est pas tous le même visage. On n'a pas tous le même... On peut être en fauteuil, on peut être debout, on peut rien avoir pantoute qui se voit, mais il y a quelque chose quand même. Lorsqu'on est dépendant de quelqu'un d'autre, quelle que soit la personne, c'est un risque de vulnérabilité. L'autonomie nous
donne un facteur de protection contre cette vulnérabilité-là. Je veux dire, la dépendance à une autre personne, on est toujours bien dépendante aussi de son comportement, de ses attitudes, de son bon vouloir, de sa fatigue à elle. Tandis que quand tu es autonome, tu peux faire qu'est-ce que tu veux, même prendre un bain à 1 h du matin. Mais à la limite, être autonome aussi dans le vieillissement, c'est dire que peut-être qu'un jour, je vais avoir besoin de soins à domicile, puis que oui, je vais aller les chercher. Moi, j'habite encore chez ma mère actuellement, mais vraiment, moi, les démarches en appartement, j'essaie de me dire qu'est-ce qui pourrait m'aider le plus possible. Ça va être d'avoir des repas qui vont être déjà prêts, d'avoir un ou une préposée qui va venir me préparer les repas. La fin de semaine, tout prêt, dans le frigidaire, tout est prêt. Quelqu'un qui va nettoyer mon plancher, quelqu'un qui va faire ma comptabilité parce que les maths, je l'ai vraiment pas. La meilleure chose, c'est vraiment les préposés. Des gens qui vont combler ces lacunes-là. Parce qu'il est là le danger. C'est l'appartement, c'est quelque chose de très gros. Puis il faut tout prendre en considération, tous les facteurs, un par un. La nourriture, le ménage, travailler en même temps. Fait que ça, c'est très, très, très important comme ajustement. Puis c'est très énergivore. Plus que vous allez utiliser les aides techniques, plus on est autonome. Tu sais, c'est vraiment un grand, grand principe, là. Et puis, on le voit avec les personnes aînées qui veulent pas avoir de déambulateur, qui veulent pas avoir de canne, qui veulent pas... Puis finalement, ils restent à la maison. C'est des deuils à faire, mais c'est deuil pour garder l'autonomie et ne pas en perdre. C'est que c'est pas un signe de perte d'autonomie que d'utiliser des aides techniques dans la maison. Puis j'en ai tout plein. Moi, j'ai la pince pour ramasser le linge. Ça peut être un rack, en fin de compte, pour mettre mon séchoir à cheveux pour avoir besoin de le tenir. Ça peut être autant un déambulateur. Quelquefois, c'est peut-être mieux de laisser les rouleaux de papier de toilette à portée de main que d'essayer de les mettre dans un garde-robe. Ouais, c'est pas chic. Mais en même temps, Caroline, que tu sauves du temps puis tu sauves des courbatures. Comment que ça peut être fonctionnel à mon goût, que je suis bien, mais que je peux régler peut-être des choses très simples. C'est que c'est des petites choses dans le quotidien qui vont faire que la vie en appartement sera pas trop lourde. C'est que ça vient juste pallier une limitation, mais tout ça dans le but de garder son autonomie. Si vous êtes bien, si c'est salubre, puis si vous êtes bien dans votre environnement, c'est ça qui compte.